Consacrer le débrief de cette séance de questions au gouvernement à cette situation internationale, alors que l'on attend l'intervention du président de la République à 20h. Il va s'exprimer autour de la guerre en Ukraine et de la défense européenne. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Vogel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice écologiste des Français de l'étranger, coprésidente du Parti vert européen. Également avec nous Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. Et enfin Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Sénateur RDPI, Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-président de votre groupe. Tout d'abord, je voudrais tout simplement vous demander votre réaction, puisque la façon dont les communistes ont interpellé le gouvernement tout à l'heure, c'était peut-être le seul moment qui ne faisait pas consensus autour de ce sujet de la guerre en Ukraine. Mélanie Vogel. Oui, moi j'ai été, pour être très honnête, assez heurtée par la position qu'ont défendue les communistes à la fois hier, au moment du débat que nous avons eu dans l'hémicycle, et puis aujourd'hui lors des questions au gouvernement, puisque quand on écoute ce qu'ils ont dit, il y a deux choses extrêmement problématiques. La première est au fond de dire qu'il faut faire des concessions territoriales à la Russie fondées sur l'avancement des troupes russes. Donc, ce sont les propos effectivement du discours de Cécile Cukierman hier lors du débat sur la guerre en Ukraine. Accepter les gains de fait de Poutine, gains fondés sur une attaque armée illégale, illégitime et odieuse. Et la deuxième chose, c'est qu'ils nous disent, et puis ça devrait être validé par référendum dans les territoires occupés, c'est-à-dire ce qu'on a vu en Crimée, c'est-à-dire de faux référendums. J'avoue que c'est absolument pas, évidemment, la position que défendent les écologistes. Donc là, vous êtes choqué par ces partenaires habituellement au sein de la gauche sénatoriale. Et sur la question du lien, il y a un vrai désaccord politique, stratégique, et je dirais là, un désaccord de valeur pour le coup, de la compréhension qu'on a de ce à quoi on est confronté et de ce qu'on doit faire. Loïc Hervé, Xavier Iacovelli, je vous fais réagir, mais on va tout de suite rejoindre François Patria, qui se trouve salle des conférences avec Alexandre Poussard. Bonjour François Patria. Bonjour. Alors il y a une allocution du président de la République ce soir sur cette guerre en Ukraine, cet enjeu de la sécurité de l'Europe qui est plus que jamais urgent aujourd'hui, avec notamment la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Est-ce que le but du président de la République, ça va être vraiment de créer ce réveil, ce sursaut des autres pays européens dans le domaine de la défense ? Non seulement le sursaut, mais le retour à la réalité. Après l'épisode dramatique, honteux de la Maison-Blanche l'autre soir, les déclarations du président Trump, tant avant-hier que hier devant le Congrès, il semble que la raison semble l'emporter, que le dialogue puisse être repris. Donc le rôle du chef de l'État ce soir, c'est de saisir au bon cette balle qui est donnée. M. Zelensky accepte de rediscuter, et il a raison, le président, qui a été d'une dignité extraordinaire à la Maison-Blanche, accepte de discuter sur les bases qu'il a déjà posées. C'est-à-dire, bien entendu, qu'il est prêt à discuter des terres rares avec les États-Unis, mais que dans le même temps, son exigence de sécurité accordée par les États-Unis reste la même. Dans le même temps, je crois que le président doit ce soir montrer que les propositions qui ont été faites dans le sommet qui s'est déroulé à Londres dimanche doivent être prises en compte, y compris celui de la trêve éventuellement, y compris celui du financement. Mais je crois que ce soir, le chef de l'État a montré que l'Europe doit se montrer digne et à la hauteur de la tâche qui lui incombe aujourd'hui, celle de faire respecter la sécurité, de protéger les peuples qui sont envahis aujourd'hui et de le faire soit par des aides, soit par des moyens, soit par un soutien logistique, mais de le faire par tous les moyens qu'il a évoqués. Est-ce que l'enjeu aussi, c'est de rassurer avec ce retrait de l'aide américaine sur ce que peut faire l'Europe pour soutenir dans l'urgence les Ukrainiens qui sont sur le front ? Ce que je crois, c'est que je ne sais pas si le président peut-être aller plus loin dans ce soutien militaire. Mais je pense que si jamais la décision américaine était maintenue, qu'il n'y avait plus d'aide, c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des aides ont été apportées, il reste encore des aides qui ont été suspendues. S'il n'y avait plus d'aide, il faudrait immédiatement que l'Europe mettre en place un plan B immédiat qui est de soutien à l'Ukraine, qui est toujours en guerre, qui a toujours un front aujourd'hui, même si demain une trêve permettrait d'éviter les agressions de part et d'autre. Mais je crois que la volonté du président, c'est de faire en sorte aujourd'hui de montrer que l'Europe fera face à ça
à ses responsabilités, qu'elle ne laissera pas tomber l'Ukraine et qu'elle saura toujours dialoguer avec les États-Unis. Sur le financement de ces dépenses militaires, est-ce qu'il faut utiliser les avoirs russes qui ont été gelés? Ça pourrait être une annonce ce soir du président de la République. Jusqu'à présent, le président y était plutôt défavorable. Moi, j'y suis très favorable à titre personnel. Je ne suis pas le président, bien entendu. Je pense que ça peut faire partie d'un deal où la proposition de la France qui est faite par le chef de l'État d'établir une trêve pendant laquelle on pourrait discuter, négocier, trouver des accords durables. Dans le même temps, si cette proposition était faite, je pense que le chef de l'État pourrait assouplir sa position sur le fait que moi je suis favorable à ce qu'on utilise aujourd'hui les avoirs russes qui sont gelés. Dernière question pour réagir à votre homologue, la présidente du groupe communiste au Sénat, Cécile Cukierman, qui dit voilà, ça fait 3 ans qu'on est allé dans une escalade militaire face à la Russie. C'est un échec avec tous les morts qu'il y a eu sur le front ukrainien. Maintenant, il faut dialoguer pour la paix et ne pas augmenter nos dépenses militaires pour continuer cette escalade. Qu'est-ce que vous lui répondez? Sauf, je lui réponds que la tort, Cécile la connaît bien, elle a tort. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut dialoguer pour la paix dans les conditions imposées par Moscou, celles qui sont aujourd'hui de continuer d'occuper des territoires, de prélever les terres rares qui y sont, de menacer encore pour l'avenir l'Ukraine à côté ne sont pas acceptables. Négocier pour la paix, oui, mais dans le même temps, on ne pourra négocier pour la paix que si on se montre fort et si on est en capacité de réagir et de répondre. Merci beaucoup, François Patria, pour votre réponse. Merci beaucoup Alexandre Loïc Hervé. Votre réaction, vous aussi, à ce moment dans l'hémicycle, effectivement, qui a focalisé l'attention et à cette position des communistes. Et puis on parlera bien sûr de l'ensemble du débat sur la guerre en Ukraine ensuite. Oui, moi, je suis assez surpris parce qu'en fait, je ne comprends pas ce qui sous-tend cette idée d'abord qu'on déroge aux règles du droit international. La diplomatie est une chose, la discussion est une chose, il y aura un traité de paix, on l'espère tous, mais on doit être intangible sur les règles du droit international. L'Ukraine a été envahie sur une partie de son territoire, elle mène une guerre de défense des frontières reconnues internationalement, et ça, on doit, dans la discussion qui est la nôtre aujourd'hui, ne rien lâcher sur ce principe-là. Que donnera la discussion diplomatique, que donnera le traité in fine, ça c'est un autre sujet, mais dire d'emblée aujourd'hui que, comme ça a été évoqué hier et comme ça a été réaffirmé aujourd'hui, ça pose une difficulté. Deuxième sujet, c'est ce que nous sommes nous-mêmes, nous Français et nous Européens. On entend peu les communistes sur la dimension continentale des choses. Avec le président du Sénat, nous avons reçu hier le président du Parlement estonien. Bon, vous imaginez que vu d'Estonie, la question de l'agression russe, elle n'est pas tout à fait la même que vue de Paris. Ah oui, elle est beaucoup plus proche. Alors que c'est notre sujet. Et la question notamment de la dissuasion nucléaire française mise au service de la défense des intérêts vitaux européens, c'est un vrai sujet. On aimerait entendre les communistes sur ces sujets. Et enfin, la question de l'armement, c'est-à-dire la question de notre continent et de notre relation à la part du produit intérieur brut que nous consacrons aux dépenses militaires, aux dépenses d'investissement militaire, c'est aussi une question qui doit nous assurer notre assurance vie et notre existence internationale. Donc il n'y a pas de tabou à avoir, mais j'étais un peu surpris et assez chagriné finalement d'entendre les collègues communistes qu'on avait connus parfois plus inspirés sur des grandes questions de principe. Enfin, si on est ici parlementaire, on ne doit pas être seulement dicté par la peur et par l'inquiétude du lendemain. On verra comment le président de la République répond à ces peurs-là qui sont légitimes chez les Français. Mais quand on est parlementaire, notre rôle, c'est aussi de dresser des pistes et d'être surtout très solide sur les fondamentaux. Un dernier mot sur cette position des communistes, alors que, on a entendu des propos de la part d'Emmanuel Macron qui a dit, si on laisse l'Ukraine, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Jean-Noël Barrot qui a dit la ligne de front se rapproche toujours un petit peu plus de la France. Xavier Iacovelli. Oui, je pense qu'il faut sortir de la naïveté. C'est pour ça que je ne comprends pas non plus la position de nos collègues communistes. Bien sûr, ils demandent plus de diplomatie, de réarmer la diplomatie française et européenne. Mais force est de constater qu'on n'a jamais rompu les discussions avec à la fois les États-Unis d'un côté, bien sûr avec la diplomatie russe de l'autre côté. Et au contraire, on a même été à l'initiative d'un certain nombre de discussions pour sortir de cette impasse de cette guerre en Ukraine. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui et inverser les rôles. Aujourd'hui, il y a un agresseur qui est la Russie et il y a un agressé qui est l'Ukraine. Si la Russie arrête de se battre, la guerre s'arrête. Si l'Ukraine arrête de se battre, c'est l'Ukraine qui disparaît. Et donc on a une responsabilité aujourd'hui
de soutenir l'Ukraine, parce que l'Ukraine se bat aussi pour l'Europe, se bat aussi pour ce que nous représentons en tant qu'Européens. Et donc notre rôle, c'est aussi de faire en sorte de soutenir ce pays, de soutenir aussi les pays dans leur souveraineté. Et donc, moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on peut même sous-entendre de laisser une partie du territoire souverain ukrainien à ceux qui ont agressé. Territorial, pas de concession. C'est une question c'est la loi du plus fort en fait. Et donc on est là-dedans aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je ne comprends pas l'attitude et les propos de nos amis communistes. Alors nous sommes à la veille d'un sommet européen crucial. Demain, on attend à 20h l'allocution du président de la République. Et tout cela alors que Donald Trump, après son altercation spectaculaire vendredi dernier avec Volodymyr Zelensky, a annoncé hier devant le Congrès que le président ukrainien était prêt à négocier dès que possible une paix durable avec la Russie sous la direction ferme des États-Unis. On a vu notamment le tweet hier de Volodymyr Zelensky qui d'ailleurs est apparu au moment où vous étiez tous dans l'hémicycle, au moment où il y avait ce débat autour de la guerre en Ukraine. Mélanie Vogel, votre réaction à ces derniers événements, est-ce que on voit le président ukrainien en train de céder face à la pression qui est exercée par les États-Unis et qui, il faut le dire, ont annoncé la suspension temporaire, ils l'ont précisé aujourd'hui, de leur aide militaire? On a fatalement un président ukrainien qui est sous une immense pression, puisqu'il se fait abandonner par, jusqu'à hier, le plus grand contributeur financier de sa défense contre l'agression russe. Et il a toujours des alliés engagés que sont les Européens, mais qui, pour des raisons historiques diverses et variées, ont pris un retard considérable sur l'intégration de leur propre défense et sur leur capacité à avoir une autonomie en matière de sécurité et de défense, et donc à assurer seul, ce qui est aujourd'hui une des conditions de la survie, non pas seulement de l'Ukraine, mais de l'Union européenne en tant que telle. Et donc, c'est à nous, Européens, qu'il revient de desserrer la pression qui s'exerce sur lui du fait de l'élection de Donald Trump. Et la manière de faire ça, c'est bien de faire un saut gigantesque, considérable, en matière d'intégration politique de l'Union européenne, et j'imagine qu'on y reviendra sur le plan de von der Leyen, puisque ça pose toute une série de questions qui nous ramènent aussi à qu'est-ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit être, et comment elle doit s'intégrer davantage pour pouvoir défendre ce qui est aujourd'hui, au-delà de la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais de notre modèle de démocratie. Voilà. On va continuer à parler de cela, Xavier Iacovelli, des réactions qu'il y a eu après ce tweet de Volodymyr Zelensky. On a eu le président de la République qui a salué la volonté du président ukrainien de réengager le dialogue avec les États-Unis. Alors est-ce qu'il faut considérer cela malgré tout comme une bonne nouvelle ? Mais le fait qu'il y ait un dialogue et qu'on reprenne le dialogue avec effectivement le principal protecteur, on va dire, de l'Ukraine, moi je pense que c'est nécessaire. Après, la diplomatie, c'est aussi un rapport de force. Et donc, je pense que c'était important de montrer que l'Europe est unie derrière l'Ukraine, même en cas d'abandon des États-Unis. Je pense que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu une réponse aussi à tous ceux qui, y compris en France, peut-être prônaient moins d'Europe et un nationalisme. Moi, je pense qu'au contraire, on a besoin plus d'Europe, on a besoin que les 500 millions d'Européens ne dépendent pas des 340 millions d'Américains pour lutter contre 140 millions de Russes. Et je schématise parce qu'encore une fois, je ne mets pas tout le monde derrière leurs dirigeants. Mais en l'occurrence, je pense qu'on a besoin d'avoir une souveraineté européenne, une souveraineté de la défense. On l'a vu d'ailleurs pendant la Covid. Pendant la Covid, rappelez-vous quand un certain nombre de pays, et y compris les États-Unis, venaient voler aux Européens des masques sur le tarmac. Donc on a réussi pendant la Covid à s'unir à l'échelle européenne pour avoir l'achat massif de vaccins, l'achat massif de masques. On a pris du temps, mais on voit bien que du coup on a besoin de plus d'Europe, de plus d'intégration et d'avoir une défense en tout cas européenne, une sécurité sur l'ensemble de nos territoires. Et parce qu'effectivement, comme le disait Loïc Hervé, aujourd'hui ça touche un pays qui n'est pas européen, qui est sur ce continent européen mais qui n'est pas européen.
Et demain, ça peut toucher un autre pays qui, lui, fait partie de l'Union européenne. Et donc, nous devrons de toute façon agir. Et donc, il est important d'avoir cette vision et de travailler sur ces stratégies européennes. Loïc Hervé, certains l'ont souligné dans l'hémicycle, notamment la présidente Maryse Carrère. Ce scénario que l'on voit, il n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans les années 30. Et je veux prendre aussi cette tribune qui a été publiée par l'historien Olivier Vivorca aujourd'hui dans Le Monde. Le contexte actuel présente quelques ressemblances avec la situation qui prévalait avant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces mots. Loïc Hervé, est-ce qu'on est à un moment aussi où, bon, comparaison n'est pas raison, mais il faut peut-être parfois utiliser des analogies fortes pour dire le niveau d'alarme aujourd'hui dans lequel nous sommes, l'Union européenne se trouve ? Quand on a un peu une connaissance historique des choses, même si comparaison n'est toujours pas forcément raison, évidemment, la comparaison avec les Sudètes est une comparaison qui est évocatrice, qui doit nous faire réfléchir. Ce qui est important dans cette accélération du cours des choses, vous avez évoqué le tweet de M. Zelensky hier, mais on pourrait évoquer aussi le discours du président américain au Congrès dans la nuit, et qui était aussi une réponse à cette tentative de reprise du dialogue. Mais les choses vont tellement vite qu'on oublie. On oublie par exemple le sommet de Londres, qui est un sommet où le président de la République, à l'invitation du Premier ministre anglais, a permis de réunir autour d'une table des personnes aussi différentes que les Allemands. Avoir les Allemands autour d'une table sur des questions aussi engageantes que des questions militaires. Des déclarations du futur chancelier allemand qui remettent en cause complètement la manière dont les Allemands voient leur propre protection. Friedrich Merz, à propos précisément de la question de la protection nucléaire américaine jusqu'à aujourd'hui et peut-être demain franco-anglaise. Et donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et je rejoins mes deux collègues. La question, elle ne se traitera qu'à l'échelle européenne. Quand vous avez Daladier et Chamberlain qui vont à Munich, c'est les nations européennes qui y vont seules. Et vous vous rappelez cette phrase par rapport au déshonneur et à la guerre. Donc moi, je veux qu'on ait ni le déshonneur ni la guerre. Et donc la question de reconquérir de l'honneur, c'est reconquérir de la puissance. Reconquérir de la puissance, et on peut citer notamment le discours de François Bayrou hier ou dans des réponses aujourd'hui. La question, elle est de la prise de conscience des Européens de leur propre capacité de puissance. Et elle est réelle, parce qu'on est le premier marché du monde, qu'on est le premier espace démocratique du monde, et que, y compris en termes de somme de nos dépenses militaires et nos capacités actuelles, on a encore des gaps importants à franchir, mais nous sommes une puissance militaire importante. Simplement, nous sommes plus forts que nous ne le pensons. C'est ce que disait en il faut simplement qu'on ait envie de l'être et conscience que nous le sommes. Et ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement, extrêmement important. Et encore une fois, Xavier a dit tout à l'heure cette affaire de ceux qui veulent détruire l'Union européenne, mais qui veulent la détruire depuis le début. C'est la supranationalité pour un certain nombre de personnes en France, c'est quelque chose de difficile à admettre. Eh bien, c'est notre assurance vie, notre capacité à exister, à survivre dans un monde de grande puissance. Et dans ce contexte, l'une des questions majeures qui se posent, bien sûr, c'est plus d'Europe, plus de défense européenne. Ça va être au menu demain d'un sommet exceptionnel à Bruxelles. Écoutez tout à l'heure l'intervention d'Emmanuel Capus, qui a ouvert cette séance de questions au gouvernement, et la réponse du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Demain, Monsieur le ministre, aura lieu un Conseil européen exceptionnel sur ces questions. La sécurité de notre continent passe par le soutien à la résistance ukrainienne. Avec l'abandon de l'aide américaine, les Européens devront fournir des efforts encore plus importants que par le passé. La présidente de la Commission européenne a fait une proposition, 800 milliards d'euros mis à disposition des États membres pour se réarmer, qui passe à la fois par un assouplissement des critères du pacte de stabilité et de croissance, une nouvelle facilité pour que les pays européens puissent s'endetter jusqu'à hauteur de 150 milliards d'euros, et puis une repriorisation des fonds européens non utilisés.
La Commission européenne a donc dévoilé hier un plan baptisé Rearm Europe qui ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense, de mettre 150 milliards de prêts à disposition des 27. Cela prévoit une clause de dérogation aux règles du pacte de stabilité et de croissance et puis une réorientation d'une partie de la politique de cohésion vers les projets de défense. Est-ce que c'est à la hauteur, Mélanie Vogel, aujourd'hui de la situation, sachant qu'aussi on parle de se substituer à l'aide militaire américaine et les besoins, c'est maintenant et tout de suite. Exactement, c'est l'équation qu'il nous faut résoudre, c'est-à-dire faire en quelques mois ce qu'on aurait dû faire depuis des décennies. Et donc c'est un défi considérable. La proposition de la Commission européenne, l'Europe en fait, malheureusement, mais heureusement quand même qu'elle l'a toujours fait, s'est toujours construite et renforcée face à des crises existentielles qui l'a poussée à faire ça ou à mourir. Et en fait, là, on est dans cette situation. L'Europe s'est construite par la paix contre la guerre, et aujourd'hui, pour maintenir la paix, elle doit être en capacité de gagner cette guerre. Et c'est une forme de révolution copernicienne, au fond. Nous sommes, pour ce qui est des écologistes, alignés avec l'ambition qui a été présentée. J'ai juste 3 points très rapidement. Le premier, c'est que on parle beaucoup d'augmenter les dépenses dans les États sur la défense. On oublie beaucoup qu'en réalité, il y a énormément d'économies d'échelle à faire au niveau européen. L'enjeu n'est pas seulement de dépenser plus sur la défense, mais c'est de mettre en commun, parce qu'on a on fait un gaspillage incroyable en multipliant des services qui ne sont pas interopérables, etc. Donc il y a énormément d'économies à faire en mettant en commun. La deuxième chose, c'est que moi je suis très satisfaite qu'enfin il y ait une décision qui consiste à dire on va exclure certains investissements des critères du pacte de stabilité et de croissance. Les écologistes le demandent depuis des décennies sur les questions de transition écolo. Alors, c'est la transition écologique. Oui, c'est la défense. Oui, mais justement, il y a une chose très importante que je voudrais dire. C'est qu'aujourd'hui, la transition écologique fait partie de notre arsenal pour gagner cette guerre. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité, quand on est dans une situation où on importe 22 milliards de fossiles russes et on donne 19 milliards à l'Ukraine, en vrai, au-delà des enjeux climatiques, l'écologie est au service de la paix. Et donc faire la transition écolo, c'est pas seulement bon pour le climat, c'est aujourd'hui bon pour la paix. L'énergie russe, nous donnons plus aux Russes qu'aux Ukrainiens. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et la troisième chose, très rapidement, il y a une grande réforme qu'on doit faire enfin au niveau européen, c'est mettre fin à la règle de l'unanimité en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Car aujourd'hui, toutes les décisions en matière de politique étrangère, il y a un type qui a le bouton du veto, il s'appelle Viktor Orban, et à n'importe quel moment, il dit non et on ne peut pas le faire. Et là, je crois qu'on arrive face au mur, il faut arrêter ça. Viktor Orban qui est reçu ce soir à l'Elysée. On rejoint tout de suite la salle des conférences, Alexandre Poussard. Vous êtes avec Ronan Le Gleut, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Bonjour Ronan Le Gleut. Bonjour. Est-ce qu'il y a actuellement au sein de l'Union européenne, et notamment en Allemagne, un changement d'état d'esprit vis-à-vis de notre dépendance militaire des États-Unis? Est-ce qu'on en a vraiment pris conscience? Il y a beaucoup plus qu'un changement d'état d'esprit, il y a un changement de doctrine absolument radical. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a principalement confié la sécurité de son territoire dans les mains des GIs américains, à travers à la fois des bases considérables américaines comme celle de Ramstein et également sous le parapluie nucléaire américain. Des bombes thermonucléaires B-61 américaines sont stationnées sur le sol allemand dans le cadre de la politique de dissuasion et de parapluie américain. Or, Friedrich Merz, le futur chancelier de l'Allemagne, vient d'opérer un revirement spectaculaire de la doctrine allemande, puisqu'il ouvre un nouveau débat qui est celui de se placer sous un parapluie nucléaire franco-britannique. Et ça va être possible, en tout cas c'est très souhaité par l'Allemagne, par d'autres pays européens, ce partage de cette dissuasion nucléaire franco-britannique. Comment ça peut se mettre en place? Alors déjà, ça c'est la position de Friedrich Merz, futur chancelier allemand, pour ce qui est du compte de l'Allemagne. Alors, si on regarde ce qui se fait dans le modèle actuel, le parapluie nucléaire américain qui se place sur le continent européen, il est dans les mains décisionnaires des États-Unis. Ce qu'on appelle le partage nucléaire, ce n'est pas le partage de la décision.
la décision est dans les mains de l'acteur qui possède la dissuasion. Donc si on le fait par parallélisme, il serait ainsi certain que la France conserverait l'intégralité du pouvoir décisionnaire. Contrairement à ce que dit à tort, et sans doute par méconnaissance et incompétence, Madame Le Pen, on ne va pas partager la décision. Il s'agit tout simplement d'envisager et d'entamer une discussion stratégique absolument majeure, considérable, qui en fait fait revoir totalement l'architecture de sécurité du continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est question de savoir si nos partenaires européens sont demandeurs à l'égard de la France. C'est-à-dire que la question, c'est l'Allemagne va-t-elle officiellement formuler une demande de protection à la France ? Et donc la question, c'est la question de nos intérêts vitaux, car il y a 60 ans, le général de Gaulle, à propos de ce parapluie, en tout cas de cette dissuasion nucléaire française, disait que nos intérêts vitaux allaient au-delà des frontières françaises, allaient en Allemagne, au Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Là, en fait, concrètement, ça voudrait dire que ça pourrait aller jusqu'à la Lettonie ? Alors, cela montre, la déclaration du général de Gaulle que vous citez de façon très juste, cela montre une continuité de la doctrine française qui estime que ses intérêts vitaux vont au-delà de ses frontières. Donc, effectivement, il y a une constance de la doctrine française. Ce qui change tout, c'est le revirement d'un pays comme l'Allemagne qui, elle, change de posture et donc se retrouve dans une demande potentiel à l'égard de la France et du Royaume-Uni de changer de protecteur. Et vous imaginez les conséquences derrière, à la fois sur le plan de la stratégie, mais aussi sur le plan industriel. Pour l'industrie de défense française, ça aurait des conséquences extraordinaires. Merci beaucoup, Ronan Le Gleut, pour toutes ces explications sur ce basculement stratégique qu'on est en train de vivre sur le territoire européen. Merci beaucoup Alexandre. Loïc Hervé, on parle de ce basculement stratégique. Il faut absolument aujourd'hui bâtir une défense indépendamment des Américains. Est-ce que aussi, on a commencé à en parler, il faut élargir la dissuasion nucléaire française, britannique, on l'a dit, à l'ensemble de l'Europe. On sait que c'est un sujet qui divise la classe politique en France. Quand vous dites construire indépendamment des Américains, on n'en est quand même pas là, parce que il faut qu'on soit capable d'avoir nos propres moyens et d'être moins dépendants des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on casse l'Alliance Atlantique. C'est quand même donc il faut faire attention aussi. On ne va pas casser l'OTAN. Non, mais il faut faire attention aussi. Ça va vite. Même s'il est en état de mort cérébrale, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, il y a un certain temps. Ça l'est plus. Je ne pense pas que le président tienne ses propos là maintenant. Il faut quand même faire attention, y compris il y a la position du président américain. On regarde quand même que dans l'opinion publique américaine, il faudra voir quand même ce que ça donne, parce que c'est pas évident qu'il soit suivi complètement, y compris par ceux qui l'ont porté là où il est aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut qu'on réfléchisse à de nouveaux concepts. Les explications de Ronan Le Gleut sont très intéressantes sur notamment la modification du rôle des Allemands. Et il faut qu'on construise un pilier européen beaucoup plus fort. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes détenteurs d'une bombe atomique souveraine. C'est quelque chose de très important, qui est un peu différent d'ailleurs des Anglais, qui ont une relation privilégiée avec les États-Unis. Donc ce que fait le Premier ministre Starmer est très important aussi à cet égard, et qu'on soit capable d'investir davantage. Il faudra aussi que nous ayons un consensus politique. Oui. Et je compte beaucoup sur le Président de la République ce soir pour faire de la pédagogie vis-à-vis des Français. Comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure. C'est l'opinion publique un peu anesthésiée au bout de 3 ans de guerre en Ukraine. Indispensable. Allez, 75 ans après la déclaration Schuman, 70 ans après l'abandon de la communauté européenne de défense, indispensable que les Français soient conscients de ce qui se passe et qu'on leur explique et qu'on les associe, qu'on les prenne avec nous dans ces décisions qui sont là. L'opinion publique, d'abord, il faut respecter les Français, et c'est par des constructions ce que nous, parlementaires, devons faire, et ne pas croire que c'est un acquis, parce qu'on peut avoir de belles idées, on va le dire, très bruxelloises et très stratégiques, voire même stratosphériques. Il faut que la chose soit tout à fait comprise dans le plus petit village français. C'est la condition d'avoir une dissuasion européenne, une politique de défense européenne
qui soit efficiente et qui ne donne pas lieu à des contestations. Oui, vous êtes d'accord avec cela, Xavier Accovelli, et cela alors qu'il va falloir faire des efforts pour accroître nos dépenses en matière de défense. Emmanuel Macron, le week-end dernier, a dit qu'il était favorable à ce que les dépenses militaires atteignent désormais 3,5% du PIB. On parle même de 5%. Aujourd'hui, tout cela, il va falloir le financer. Ça va donner lieu à un débat public. Oui, et je pense qu'on est à un tournant. On est à un tournant en fait dans l'opinion publique. On est à un tournant aussi pour l'Europe. Et il est important que le chef de l'État, qui est le chef des armées, puisse prendre à témoin aussi les Français et leur expliquer la situation réelle à la fois de notre pays, à la fois de l'Europe et à la fois du monde, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette dimension-là. Et donc, à la fois sur la question du budget, l'annonce de la présidente de la Commission européenne de cette mobilisation de 800 milliards pour la souveraineté stratégique et de défense de l'Europe va dans ce sens-là, mais ça, c'est du long terme, c'est du moyen-long terme. Et il faut effectivement qu'on puisse aussi répondre à court terme, dans l'urgence, au désinvestissement, on va dire, des États-Unis sur la question ukrainienne. Et donc, il faut qu'on puisse répondre à la fois à l'urgence et sur le long terme pour gagner en souveraineté. Je suis d'accord avec Loïc Hervé sur le fait qu'il n'est pas question de rompre notre alliance avec les États-Unis. Il est question de... Ce sont toujours des alliés, même les États-Unis de Donald Trump. Les États-Unis sont nos alliés. L'administration de Donald Trump, aujourd'hui, ce sont des adversaires. Mais je n'oublie pas que l'administration de Donald Trump, elle est là pour 4 ans. Et donc, il faut qu'on fasse avec pendant 4 ans, mais il faut surtout qu'on gagne en souveraineté européenne sur les questions de défense, sur les questions d'armement, sur la question de production d'armes aussi, parce que nous dépendons aussi pas mal de matériaux américains aujourd'hui. Et je prends un autre exemple sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons besoin, et tout est lié, aujourd'hui l'intelligence artificielle est très américaine, nous avons besoin de gagner aussi en intelligence artificielle à l'échelle européenne. Et quand le président de la République organise ce sommet européen français à Paris sur la question de l'intelligence artificielle pour qu'on investisse massivement dedans, c'est aussi pour gagner en souveraineté européenne sur ces questions-là et qu'on soit indépendant vis-à-vis des grandes puissances qui, elles, investissent depuis des années sur cette question-là. Une toute dernière question, Mélanie Vogel, sur les pistes qui sont maintenant évoquées pour financer cette augmentation des dépenses. On a eu des propositions, notamment au Sénat, par exemple, pour s'appuyer sur les encours du livret A pour soutenir les industries de défense. On a bien d'autres idées comme utiliser les avoirs russes gelés, notamment à gauche. Qu'est-ce que l'on peut faire au-delà du plan européen ? Alors, la première chose, c'est que, pour moi, le livret A, c'est pas la meilleure idée puisque ça va pas toucher au bon endroit. Évidemment qu'on doit bien trouver cet argent quelque part. Pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup à trouver. Par exemple, dans les différentes propositions qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale récemment, la taxe Zuckman, etc., qui rapporterait des milliards d'euros. Et je le redis, en faisant des investissements, en nous rendant indépendants de la Russie, nous dégageons des marges de manœuvre également budgétaire vis-à-vis de la défense. En vrai, ce n'est pas... Enfin, je ne dis pas ça. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui une convergence d'intérêts entre la lutte contre la crise climatique... Convergence des luttes. Et la lutte contre l'agression impérialiste de Poutine. Et qu'en fait, on a tout à y gagner. Il ne faut pas opposer les investissements dans la défense et dans la transition écologique et dans les services publics. Il se trouve qu'ils vont aujourd'hui dans le même sens. Oui, et puis il faut aussi, pardonnez-moi, mais que la Russie contribue à cet effort de guerre, de défense de l'Ukraine. C'est paradoxal ce que je viens de dire, mais aujourd'hui on a 300 milliards d'avoirs russes. Moi je suis très favorable, et d'ailleurs le président Patriat l'a dit tout à l'heure, nous sommes très favorables avec Gabriel Attal à ce que ça soit aujourd'hui utilisé pour cet effort de guerre et pour protéger l'Europe et protéger l'Ukraine. Ça fait consensus avec la gauche. Oui. Moi, un dernier mot de conclusion. Le silence du RN. Tout à fait. Ouais. Alors là, on ne les entend plus. Bardella est allé aux États-Unis pour aller faire son selfie avec Bannon. Ça s'est fini avec un salut nazi. Ils sont où, là ? Ils disent quoi ? Ils disent quoi ? Voilà, ils disent quoi sur l'Europe ? Ils disent quoi sur notre défense ? Donc ça, c'est aussi, pour l'opinion publique, quelque chose de très important. Parce que là, on touche aux questions qui touchent à la vérité.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat apaisé, effectivement, car vous étiez sur la même ligne, mais ça reflète aussi une partie de ce consensus politique que l'on peut bâtir et de façon transpartisane sur ce sujet de la guerre en Ukraine.